Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire organisé par l'association Protection Foudre en France et destiné à commémorer la journée internationale de sensibilisation face aux dangers de la foudre. Voilà, ILSD, donc en anglais, International Lightning Safety Day. Voilà, donc je vous remercie déjà à tous pour votre présence nombreuse, vos inscriptions, enfin beaucoup d'inscrits et c'est tant mieux. Et nous allons donc passer ensemble une petite heure, pardon, les techniques. Attendez, hop, voilà. Nous allons passer ensemble une petite heure. Alors, nous sommes plusieurs intervenants qui vont se succéder. Qui vont aborder des sujets en lien avec la sécurité face aux dangers de la foudre. Donc, chaque intervenant va disposer de 5 minutes. Donc, pour les puristes et ceux qui connaissent bien le sujet, ils pourraient un peu rester sur leur faim. Néanmoins, le but, c'est de balayer en fait tous les aspects qui sont en lien avec la protection contre la foudre. En préambule, simplement préciser que si on organise cette journée, c'est parce que la foudre tue en moyenne un peu plus de 20 000 personnes par an dans le monde et en blesse 10 fois plus. Que cette journée cette journée de célébration, de commémoration, en fait, a été initiée suite à une catastrophe survenue le 28 juin 2011 dans une école d'Ouganda où 18 enfants sont morts dans leur école et 38 ont été blessés. Et donc, à partir de là, à partir de ce fait, c'est constitué en fait cette journée est née la volonté en fait d'instituer une journée dédiée à la sécurité face à la foudre. Donc à la fois pour commémorer toutes les victimes, dans le monde, et puis aussi l'occasion d'une sensibilisation de tous les acteurs pour réduire le nombre de victimes à travers le monde. Alors, pardon, décidément. Hop. Alors, simplement, je le disais en préambule, un petit programme. Donc, je vais vous passer les quelques mots de Marianne Cooper, qui est la présidente d'Aclenet, donc l'ONG qui est à l'origine de la création de cette journée et qui œuvre pour la promotion de cette journée à travers le monde, puisque aujourd'hui, tout au long de la journée, il va y avoir énormément d'événements à travers le monde et auquel d'ailleurs l'AP Foudre va participer, notamment dans le courant de l'après-midi, avec nos confrères américains et brésiliens notamment. Alors, pour commencer, donc c'est cette petite vidéo que je vous propose donc d'écouter.
Donc voilà, j'espère que… Alors, effectivement, on n'avait pas forcément le son, me dit-on, en studio. Voilà, bon, donc on a bien fait de le sous-titrer. Alors, je vais, sans trop tarder… Alors, c'est vrai que nous sommes beaucoup d'intervenants et donc, techniquement, hop, ça nécessite quelques… Alors… Hop. Ça nécessite effectivement… Hop. Alors, on a un diaporama. Hop. Donc, j'espère que vous pouvez apercevoir maintenant… Ah, on a effectivement un peu de bande passante, dirait-on. Alors, partager. Alors, voilà, très bien, on va y arriver. Alors, je vais laisser la parole sans tarder au professeur Virenque. Et donc, Christian, alors, je vais désactiver moi mon micro et te laisser activer le tien et démarrer cette présentation. Bon, ben moi je suis prêt. Il faut envoyer le diaporama que je commenterai. Voilà. Alors donc la médecine chéronique, ça a toujours existé probablement, mais ce n'était pas connu, ce n'était pas efficace. Et donc le premier cas de fulguré, je l'ai constaté personnellement à Toulouse. C'était donc un berger de l'Aubrac, foudroyé, quadriplégique, en fait foudroyé, pas foudroyé, fulguré, puisque survivant, quadriplégique, évacué à Toulouse et sortant de l'hélicoptère pour réclamer son retour, c'est-à-dire que nous avions affaire à une pathologie majeure qui a failli le tuer puisqu'il est resté toute une nuit sur son plateau de l'Aubrac et pourtant il a survécu et donc c'est cette image qui est prépondérante. La deuxième diapo, s'il vous plaît. Eh bien, la deuxième date, c'est 1995. Marianne vient de le rappeler. Il y a eu un congrès, il y en a même eu deux. Et donc, à ce congrès, Elisabeth Grobière, Jean Cabane, le professeur Jean Cabane, parisien, et moi-même, nous étions présents et nous avons prononcé pour la première fois le mot de chéronopathologie, c'est-à-dire la pathologie qui découle de la foudre, aussi bien dans sa forme mortelle, le foudrement, que la forme survivante. Le suivant, ce diapo, nous montre une date supplémentaire, 1997. Nous nous investissons dans cette démarche et en pratiquant une enquête médiatique et qui nous ramène 140 réponses de fulgurés, c'est-à-dire de survivants, qui en fait nous montrent qu'après le coup de foudre, ils ne sont pas tout à fait comme avant. Ils ont développé, après l'accident initial qui est oublié, une maladie, la maladie chéronique. Et cette maladie a une dimension psychologique majeure, mais pas que. Et donc, pour faire face et soutenir ces patients, nous mettons en place une consultation spécialisée multidisciplinaire à Toulouse, et où la participation des psychologues et des psychiatres est importante. Cette consultation va devenir même par vidéotransmission, étant donné le succès qu'elle rencontre et qui nous amène donc à élargir l'accueil à ces patients. La suivante, c'est 2015, c'est un premier symposium international consacré à la foudre à Aurillac et notre équipe présente pour la première fois des résultats internationaux en anglais sur la blessure invisible, c'est-à-dire essentiellement sur le stress post-traumatique. Et là, nous mettons en évidence que la prise en charge de ce type de dégâts pathologiques impose donc la contribution des psychologues, des psychiatres, des infirmiers psychiatriques, et ceci de manière urgente parce que les moyens conventionnels d'antidépresseurs sont inefficaces. Donc c'est une date importante. La deuxième information, c'est donc la pluridisciplinarité qui est faite à Aurillac, c'est-à-dire on associe des scientifiques de tout pays
pour faire le point sur ce problème des victimes de la foudre. La suivante, bien, c'est aujourd'hui, la 2018, le forum de l'APF qui propose la publication au niveau de cette structure des travaux de Marie-Agnès Courty et de Pascal André qui mettent en évidence le rôle de nanoparticules qui apparaissent sur le sol, mais surtout sur les victimes, leurs vêtements, mais aussi le sang et les urines, et qui aboutissent simultanément à l'apparition des signes pathologiques. Alors, cette publication est majeure, puisqu'on ne connaissait pas ce phénomène. Ces nanoparticules qui n'existent pas apparaissent et sont pérennes. C'est une signature de la réalité donc du coup de foudre sur du vivant. Et donc, c'est quelque chose qui interpelle, même si ça n'aboutit pas à vraiment expliquer le mécanisme pathogénique de la production des lésions. La dernière date, c'est la création d'un institut de médecine environnementale chéronique. C'est-à-dire qu'on officialise la prise en charge de la médecine chéronique au milieu donc de l'ensemble d'atteintes du vivant, c'est-à-dire les végétaux, les animaux, les humains. La notion d'une seule santé est illustrée par le coup de foudre. La foudre touche tout ce qui est vivant sur la planète. Elle a toujours touché depuis le début de l'existence de la planète, mais aujourd'hui, la médecine s'intéresse à ce phénomène global qui est les conséquences de la foudre sur le vivant. Donc l'interdisciplinarité, c'est confirme ce qui avait été mis en évidence à Aurillac, c'est-à-dire la nécessité de rapprocher les scientifiques, les industriels, les techniciens, toutes les personnes concernées par la foudre au sujet de la médecine chéronique. Voilà. Merci beaucoup, Christian, c'est très clair. Et effectivement, Marianne Cooper l'indiquait. Avec feu le docteur Elisabeth Gourbière, on a eu des précurseurs de recherche et en tout cas dans le domaine de la chéronopathologie. Et puis, écoutez, on est de nous très honorés d'avoir la présence du professeur Virenque qui a fait partie des quelques Happy Few justement qui ont constitué en fait ce groupe à l'échelle mondiale à travers notamment ces fameux événements à Chamonix. Merci beaucoup, Christian. Alors, vous allez rester avec nous. Alors, avant donc de poursuivre notre série de présentations, qui va donc s'intéresser à comment finalement se protéger. Hein, il y a quand même, c'est vrai que le Marianne Cooper le rappelait. Il y a quand même deux aspects qui sont très importants. Le premier aspect, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire déterminer en fait les bons gestes, ce qu'il faut faire en cas d'orage. Et donc ça, c'est déjà un challenge, et puisque c'est vraiment un challenge qui passe par davantage d'informations, d'éducation, de campagnes pour justement faire adopter les bons gestes. Et puis parce que les bons gestes ne suffisent pas, comme le dit Marianne Cooper, c'est vrai que quand vous êtes dans un township, dans une favela, quand vous êtes même plus près de nos latitudes, dans des zones où il n'y a pas d'endroit où on peut se protéger, eh bien, c'est également un problème, et c'est pour ça que la sensibilisation, la protection se combinent. Alors, avant d'attaquer ça, un petit sondage pour mesurer un peu votre niveau de connaissance. Alors, il y a un peu de tout dans les questions. Et donc, alors, je vais donc sur l'onglet, normalement à droite, vous pouvez voir apparaître la partie sondage, et je vais passer les questions les unes après les autres. Donc, j'espère qu'elles s'affichent. Voilà, donc c'est une série de 10 petites questions, un peu moins. Et donc la première question qui apparaît, je l'espère, sur votre droite. Ok, super. Voilà, donc je vous laisse répondre. L'orage vient de tonner, une personne s'écroule. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?
Alors, ne pas attendre pour lui prodiguer les soins nécessaires, attendre au moins 5 minutes que l'inertie thermique abaisse la température de son corps, attendre au moins 10 minutes que le courant électrique s'évacue de son corps, ou attendre au moins 15 minutes que le rayonnement électromagnétique disparaisse. Voilà, donc ça, c'est notre première question. Je vais attaquer la deuxième, je pense que vous pourrez toujours revenir sur la première. Donc, deuxième question que je vous soumets. Alors, j'espère qu'elle apparaît. Est-ce que c'est comme ça? Donc, moi, je vois apparaître à mon écran. Les hommes sont bien plus souvent frappés par la foudre que les femmes, vrai ou faux? Alors, ensuite, troisième question. Troisième question. Alors, combien d'orages qu'un individu peut voir ou entendre provoquera un éclair à proximité de là où il se trouve en cet instant, qui peut le tuer ou le blesser? Voilà, j'espère que la question vous apparaîtra de manière claire, hein, c'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'individu, on est soumis chaque année à au moins sous nos latitudes une vingtaine, une trentaine d'orages, hein, pour simplifier, parce que bien sûr c'est variable à l'échelle du territoire français. Et ben voilà, donc on va voir cet orage ou l'entendre. Eh bien, à votre avis, sur la proportion d'orages que vous-même vous pouvez voir ou entendre à un endroit donné, eh bien combien vont finalement s'avérer véritablement dangereux, puisqu'il va y avoir un éclair qui va frapper à proximité et vous tuer. Voilà, donc est-ce que finalement c'est 1 sur 1000? Est-ce que c'est un orage sur 100? Est-ce que c'est un orage sur 50? Ou est-ce que c'est un orage sur 10 qui est dangereux? Sachant que, attention, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la question, tous les orages sont dangereux, puisque à l'instant T où je les entends, où je les vois, eh ben, je n'ai aucune idée de savoir si cet orage, au final, s'avérera dangereux ou s'il passera loin de là où je suis. Voilà. Alors, prochaine question. Alors, les victimes de la foudre ont majoritairement été frappées. Alors, pardon, avant simplement, ces éléments-là sont basés sur une étude d'accidentologie, hein, et donc ce sont des éléments factuels. Et l'analyse, en fait, de cette accidentologie humaine, eh bien, a permis, en fait, de déterminer et de statuer justement sur ces éléments. Donc, est-ce que, à votre avis, cette étude d'accidentologie révèle que les victimes ont été frappées par des orages qui ont été soudains, qui ont été imprévisibles, qui se déplaçaient rapidement, à plus forte activité électrique que la normale, ou aucun de ces qualificatifs? Alors, je continue. Alors, est-ce que mon bâtiment sera foudroyé à chaque orage si je fais installer un paratonnerre? Alors, réponse A, oui, c'est la rançon inévitable d'une bonne protection. Ou réponse B, cela dépend de l'orientation du bâtiment. Ou non, le paratonnerre ne captera que les coups de foudre qui auraient impacté la zone protégée par le paratonnerre. Prochaine question. Pourquoi installer un parafoudre alors qu'il suffit de couper le disjoncteur général? Réponse A, pourquoi faire plus compliqué? Réponse B, l'amplitude de la surtension générée par la foudre est telle qu'elle bypassera le disjoncteur même en position ouverte. Réponse C, je suis abonné à un système de surveillance qui m'alerte à temps afin de couper à temps et je ne quitte jamais mon bâtiment. Réponse C. Alors, hop, il nous en reste, je crois, 2. Alors c'est vrai qu'on a... Alors là, on touche au monde de la protection. Donc, un paratonnerre non raccordé à la Terre est-il dangereux? Donc, non, car il est inerte. Cela dépend de la nature de l'orage, si celui-ci est plutôt pluvieux ou sec. Ou oui, car il génère de l'effet Corona.
dès que le champ électrique augmente et est donc susceptible d'être impacté. Prochaine question. Peut-on calculer le risque foudre chez soi? Chez soi, par exemple, même dans votre habitation personnelle. Alors oui, on peut le calculer avec un logiciel de dessin, tout simplement. Oui, on peut le faire avec, en s'aidant du site de l'AP Foudre, ou non, on ne peut pas le faire parce que c'est un risque tellement aléatoire qu'il ne peut pas être anticipé. Et je crois, dernière question. Est-il obligatoire de faire une étude du risque foudre sur un site industriel? Alors oui, quelle que soit l'activité. Oui, si un texte l'impose, comme un arrêté ou une circulaire. Ou oui, si un bâtiment risque de prendre feu. Voilà, mais écoutez, vous voyez, c'était des questions un peu dans tous les domaines, mais qui vous montrent justement en fait, la pluridisciplinarité. Vous voyez, c'est ce qu'abordait tout à l'heure le professeur Virenque dans le secteur médical. Et en fait, c'est vrai que cette journée de sécurité liée au danger de la foudre, eh bien, elle aborde des domaines très, très variés. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à... à Alain Rousseau, qui malheureusement n'a pu se joindre à nous. Alors, par contre, en espérant que le son sera disponible. Ok. Alors, excusez-moi, on va essayer de là. Et ce sont les aléas du direct. Alors, d'accord. Ok, c'est bon. Ouais, bon, on va écouter. Alors, on va recommencer. Ouais. Ouais, attends, je vais. Merci beaucoup. Alors, ok, très bien. Allez, on va recommencer et je pense que cette fois. Alors. Mais on ne s'improvise pas, professionnel de la communication. Alors, hop, hop. Les professionnels ont l'habitude d'analyser les risques. C'est le cas, par exemple, dans le document unique, qui est un document qui sert pour tous les professionnels, que ce soit dans le domaine de la chimie ou dans le domaine de la boulangerie. Dans le domaine de la foudre, ils sont particulièrement aidés par des normes spécifiques d'analyse de risque. C'est la norme 62305-2, qui est une norme internationale qui s'applique en Europe et en France, qui permet de traiter de l'influence du risque foudre sur les structures et leur contenu. Un cas particulier nécessite d'être cité, c'est celui des installations temporaires. Chapiteaux, chantiers, tribunes, grues, tous ces éléments qui ont une durée d'application et d'utilisation très courte, ça peut être quelques mois, mais ça ne sera jamais une année complète, nécessitent une analyse spécifique, qui se base alors sur des publications internationales pour savoir comment calculer le risque en complément de la norme internationale, car cette norme internationale de base ne traite du risque sur une période d'une année.
Les professionnels peuvent s'appuyer sur des experts du domaine pour calculer les risques foudre. Ils s'appuient également sur le retour d'expérience, sur les listes des incidents qui sont collectés par les pays, sur les arrêtés et circulaires ministériels qui précisent pour certains domaines la façon de traiter le risque foudre, et également sur des logiciels qui permettent de calculer le risque assez simplement. Donc un risque pris en compte naturellement dans le processus de pensée des professionnels, on dirait aujourd'hui que ça fait partie de l'ADN des professionnels d'intégrer le risque, et en plus de ça, des outils d'évaluation mis à disposition, ce qui veut dire qu'in fine, on est sûr d'avoir des bonnes pratiques qui sont assurées. Donc pour le risque foudre des professionnels, tout est bien balisé, il n'y a pas de problème, on saura l'identifier et ensuite le traiter. Par contre, pour le public, c'est un peu plus compliqué. Cette notion de risque, elle est moins connue du public. Il y a des associations, comme l'association Protection Foudre, et par exemple, dans la journée d'aujourd'hui, ILSD, vont pouvoir avoir des actions pour sensibiliser le public au risque foudre. Mais c'est un travail de longue haleine. Il faut former les gens, il faut former les enfants dans les écoles, il faut donner des documents, il faut donner des explications. La notion de risque, quelque chose qu'il faut en permanence développer dans le public. Alors heureusement, l'association Protection Foudre n'est pas la seule association qui travaille dans le domaine du risque. D'autres associations vont nous aider, d'autres organismes vont nous aider qui traitent du risque public et de la sensibilisation au risque. Le rôle de l'APF étant concentré sur la notion de risque foudre. Alors pour traiter le risque, l'APF a développé également une méthode d'analyse de risque très simplifiée, avec peu de paramètres, qui permet à chacun d'évaluer le niveau de risque pour son habitation. Donc ça veut dire qu'on peut très facilement décider d'une protection car on a une évaluation de risque tout à fait correcte pour son habitation. On peut dire chez moi je suis protégé car j'ai fait une étude de risque et j'ai mis en place des moyens de protection, ou je n'en ai pas besoin parce que le risque est très faible. On peut toujours en mettre même si le risque est très faible, mais statistiquement ce risque-là est faible et dans l'industrie on ne mettra pas de protection si le risque est trop faible. Et puis parallèlement à ça, les actions et les documents de l'APF vous permettent également de donner des procédures et des règles à suivre pour toutes les activités qui se passent en dehors de l'habitation, que vous soyez en train de faire de la pêche, que vous soyez sur un bateau, que vous soyez en train de marcher dehors, de jouer au golf ou de faire de la montagne. Dans tous les cas, vous trouverez à l'APF des fiches techniques qui vous permettent de traiter du risque foudre en dehors des habitations. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est très très clair. J'espère que le son est bien passé. Et donc, bien sans transition aucune, je vais laisser la parole à Michael. Michael, je vais couper mon micro et je te laisse. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler un peu pour se protéger des effets directs. Donc, les effets directs de la foudre, en fait, c'est l'impact de foudre qui va être direct sur un bâtiment ou aux alentours. Donc, sans protection adéquate, en fait, les décharges foudre vont provoquer des dégâts structurels sur les habitations ou les monuments, sur les structures, des incendies, des défaillances électriques et des blessures d'êtres vivants et même plusieurs décès par an. Donc, en France, en 2023, il a été répertorié, par exemple, 100 habitations individuelles frappées par la foudre et 10 clochers détruits, ainsi que 100 blessés, donc on appelle fulgurés, comme l'a dit le professeur Viren, et 10 décès, donc foudroyés. Donc voilà, ça c'est des stats qui ont été faites sur l'année dernière. Donc on voit que le risque n'est pas négligeable et qu'il y a énormément de dégâts chaque année en France et dans le monde aussi. Voilà quelques statistiques aussi sur l'année dernière. Le réseau Météorage en fait a répertorié environ 555 000 impacts de foudre. Et on peut voir une évolution dans le temps, là, depuis 2008, des impacts. Et on voit qu'il y a une petite tendance à l'évolution. Donc c'est un risque qu'il faut aujourd'hui considérer, l'impact foudre donc direct. Et la répartition, bien sûr, n'est pas uniforme sur le territoire français. Et comment s'en protéger? Donc voilà, pour répondre à la question. Le paratonnerre, donc c'est l'outil qui va servir, c'est un dispositif qui est destiné donc à protéger les bâtiments de ses effets directs. Il va être le point d'impact de la foudre, il va pouvoir la capter et l'évacuer dans le sol.
Et en complément, donc on a le parafoudre qui est un dispositif qui va être destiné à protéger contre les effets indirects de la foudre et donc protéger tout ce qui va être les réseaux, les équipements contre les surtensions. Donc ça fera l'objet d'une présentation un peu plus tard. Donc si on fait un focus sur le paratonnerre, aujourd'hui, donc j'ai pris deux exemples, ceux qui étaient cités avant au niveau des édifices religieux et de l'habitat individuel. On a des normes qui sont applicables pour les édifices religieux, la NFC 1702 et la 62305-3. Et au niveau de l'habitat individuel, on a en plus un guide d'application, on va dire, plus light en termes de protection. Donc le petit schéma que vous avez sur la droite de l'écran, c'est un schéma qui explique le concept d'une protection. Donc en fait, il y a un paratonnerre, le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est des conducteurs de descente, c'est des chemins, des cheminements à la terre pour conduire le courant de façon sûre et en sécurité, jusqu'à des prises de terre, donc le point numéro 3, qui va permettre de diffuser le courant dans le sol. Et un point important à réaliser en complément, c'est faire une équipotentialité avec les éléments métalliques et les prises de terre électriques du site pour harmoniser au niveau du potentiel électrique toutes ces masses. Donc voilà, un petit focus sur le guide de l'habitat individuel. Au niveau du dispositif de capture, donc qu'on appelle le paratonnerre, il existe différentes technologies. Et donc on a le paratonnerre PDA, paratonnerre dispositif d'amorçage, le paratonnerre PTS, paratonnerre à tige simple, et le paratonnerre qu'on appelle cage maillée. Donc avec des règles de mise en œuvre différentes en fonction du type de dispositif de capture. Vous avez quelques croquis là qui vous permettent d'imager un peu voilà, ces différents dispositifs. Donc ça, voilà, c'est le premier point, le paratonnerre. Ensuite, on va avoir le système de conducteur de descente. Donc de la même façon, voilà, c'est le cheminement, en cuivre, en aluminium ou en acier, voilà, un conducteur métallique avec un ou deux conducteurs de descente. Et on va chercher à avoir un cheminement le plus court et le plus direct à la terre, de façon à évacuer rapidement le courant et éviter de lui faire un cheminement trop long qui pourrait créer des champs rayonnés ou une différence de potentiel plus importante, avec des fixations tous les 33 cm. Voilà, une fois que ce cheminement est terminé, on arrive jusqu'à la prise de terre, où là, donc on va continuer avec des éléments, des conducteurs métalliques, en cuivre de préférence, pour ce qui est une meilleure conductivité au niveau du cuivre. Et on fait une prise de terre par conducteur descente. On l'enterre à 50 cm ou hors gel. Et on a deux configurations possibles de prise de terre. Soit on met des piquets de terre, donc on va chercher de la profondeur, interconnectés par un conducteur, ou des conducteurs horizontaux, donc type brin de pas de doigt, installés dans des tranchées. En complément, donc voilà, l'équipotentialité, donc ça va être relier un système de protection foudre, donc avec les éléments métalliques, comme je disais tout à l'heure. Donc ça peut être toute canalisation métallique, la prise de terre électrique du bâtiment, l'ossature métallique si c'est le cas. Et donc tout ça va permettre d'harmoniser tous les éléments métalliques au même potentiel et éviter des risques d'arc électrique dangereux a posteriori. Et un point important aussi, c'est malgré tout ça, il existe toujours un risque dans un rayon de 3 mètres autour des conducteurs de descente en période orageuse. On considère ce risque négligeable s'il y a présence d'une épaisseur de 5 cm d'asphalte en pied de descente, et si on arrive en fait à réduire la probabilité de présence des personnes, donc soit par des restrictions physiques, des pancartes d'avertissement ou des procédures qui, en période d'orage, font en sorte que les gens ne soient pas à proximité, type alerte orageuse. Voilà. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Stéphane de passer ma présentation. Bien, donc Michael vient de vous parler du risque de la foudre directe. Moi, je vais vous parler des effets indirects de la foudre. Hein, comme on voit sur ce petit écran, donc on a parlé de l'impact là qu'on voit à gauche sur des structures, un arbre ou une habitation. Par contre, il y a des phénomènes secondaires qui vont agresser l'installation via les réseaux. Hein, par exemple, en cas d'impact foudre sur des lignes aériennes, soit par ce qu'on appelle des remontées de potentiel de terre, c'est-à-dire des élévations, la foudre qui tombe à 100 mètres de l'installation et qui va élever le potentiel de terre, ou par rayonnement, c'est-à-dire que
la foudre va affecter, un peu comme une émission radio, les équipements fragiles de l'installation. Donc il va falloir s'en prémunir de tout ça. Donc les installations vont être soumises à ce qu'on appelle des surtensions transitoires. Qu'est-ce que c'est une surtension transitoire? C'est une élévation extrêmement brutale de la tension, c'est des pics de tension qui vont atteindre des milliers de volts. Et donc ces milliers de volts vont circuler sur les réseaux, et si évidemment ça atteint les installations, les appareillages de l'installation, évidemment on va claquer les équipements et détruire les équipements de l'installation. Donc tous les réseaux sont affectés. Là, typiquement, possiblement, une installation est raccordée à des réseaux extérieurs. C'est souvent les réseaux extérieurs, bien sûr, qui vont injecter ces perturbations dans les installations. Et on voit que donc une habitation, une structure professionnelle est raccordée à un réseau d'énergie, bien sûr, à un réseau télécom, si ce réseau télécom est cuivre. Bien sûr, si c'est fibre optique, le risque est absent. Si on a des antennes radio ou des antennes TV, si on a du photovoltaïque, risque qui devient de plus en plus important. Et puis, si on a, notamment dans le cas des sites industriels, si on a des réseaux de data. Et donc, tous ces phénomènes, tous ces réseaux vont être des vecteurs potentiels de ces fameuses surtensions transitoires. Et l'idée, c'est de mettre des systèmes de protection qu'on appelle donc des parafoudres et qui vont se prémunir contre ce risque. Donc, quels sont les risques sur les installations? C'est la casse des équipements. Donc, ces surtensions, comme je vous l'ai dit, qui peuvent atteindre des milliers de volts, vont circuler ces réseaux et atteindre les appareillages, nos appareillages sensibles qui sont bourrés d'électronique. Et il suffit de pas grand-chose pour les casser, ces équipements. Donc, ça peut être très violent, comme on voit sur l'image de gauche, où on vient brûler carrément, on vient fondre les pistes de circuits imprimés internes. Mais souvent, c'est des phénomènes beaucoup plus insidieux. On vient détruire la jonction d'un semi-conducteur. Donc, c'est invisible, mais n'empêche que l'équipement est hors service. Donc, la solution de tout ça, c'est ce qu'on appelle des parafoudres. Donc ne pas confondre avec les paratonnerres que Michael vient d'exposer précédemment. Donc le nom est un peu ambigu. Mais un parafoudre, c'est bien une protection contre les effets secondaires de la foudre. Donc c'est un dispositif de protection contre les perturbations d'origine atmosphérique. Et le but, c'est donc de limiter. Donc c'est pas supprimer, mais c'est limiter, rendre cette surtension inoffensive d'une façon répétitive. Un parafoudre, c'est pas un fusible, c'est quelque chose qui va fonctionner d'une façon répétée. Donc, de protéger les équipements en installant ce parafoudre à l'origine souvent de l'installation, et donc rendre ces surtensions inoffensives. Donc, alors le parafoudre, c'est un équipement technique un petit peu complexe, mais bon, qui est défini par sa capacité donc à limiter la surtension, ce qu'on appelle le niveau de protection. Donc, on a une surtension qui fait des milliers de volts. Et donc, c'est la rente inoffensive de la baisser à quelques centaines de volts et l'équipement va être protégé. Et puis, écouler l'énergie de la perturbation en l'écoulant à la terre. Donc, un parafoudre, ça se met souvent à l'entrée de l'installation, enfin, majoritairement à l'entrée de l'installation, et c'est raccordé au réseau de terre pour pouvoir évacuer ces phénomènes transitoires et protéger ainsi les équipements sensibles de l'installation. Donc tout ça, c'est bien réglementé. Donc tous les parafoudres, que ce soit les parafoudres pour les réseaux électriques, pour les réseaux télécoms, pour les réseaux photovoltaïques, c'est normalisé. Donc il y a des normes, donc notamment pour les parafoudres, pour les réseaux basse tension, il y a une norme, donc NF française, EN européenne, qui définit tout ça. Donc les parafoudres s'installent d'une façon spécifique et doivent être correctement localisés, comme je vous l'ai dit. Un parafoudre majoritairement s'installe à l'origine dans le tableau basse tension principal de l'installation pour évacuer le phénomène efficacement. Donc un parafoudre, ça se connecte, donc il y a des règles. Donc la norme générale d'installation et les guides associés définissent tout ça. Et parfois les parafoudres sont obligatoires d'installation en fonction de différents critères, notamment présence de paratonnerres ou installation dans des zones à fort foudroiement. Donc c'est parfois obligatoire, c'est parfois recommandé, mais dans tous les cas, c'est jamais inutile. Aucune installation n'est absente de risque sur tension. Donc de cette conclusion très rapide de cette évocation de la protection contre les effets indirects, donc les surtensions transitoires dues à la foudre sont une menace majeure pour les matériels de vos installations qui sont connectés à différents réseaux. En plus, ce risque ne fait que s'accroître parce que nos installations sont de plus en plus connectées et de plus en plus peuplées d'appareillages très sensibles.
Donc la solution efficace, c'est le parafoudre, le parafoudre bien installé et mis en installation de façon en conformité avec les usages. Et donc il y a des normes, donc tous ces parafoudres sont normalisés, les règles d'installation sont bien définies et certains niveaux d'obligation sont aussi définis. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Je pense que c'est très très clair. Merci Christian et merci Mickaël pour ces aspects-là. Donc je vous propose, moi je vais continuer et je vais vous parler de prévention avant de laisser ensuite la parole à Pierre. Alors, c'est vrai que quand on parle de prévention, on parle de prédiction, on parle d'alerte. Tous ces éléments de langage ne sont pas forcément totalement clairs. Et la prévention face aux orages, eh bien, elle commence en amont avec la prévision météorologique. La prévision météorologique, alors je schématise un petit peu, mais c'est effectivement cette probabilité d'avoir un orage jusqu'à 1 heure avant. Et puis, entre 1 heure avant et la présence d'un orage sur site, eh bien, c'est là où on va quitter le monde de la prévision météorologique et en fait, on va être plutôt sur de la prédiction ou de l'alerte en fait d'un phénomène avéré et non plus un risque et avec donc ces niveaux de cette alerte à 1 heure. Alors pour le grand public, eh bien cette alerte, il n'a pas nécessairement recours à un système performant, un système d'alerte qu'on utilise par exemple dans le monde professionnel, et il va utiliser de préférence, je dirais, sa vue, et donc se mettre à l'abri lorsqu'il verra une alerte, lorsqu'il verra un orage, pardon, ou lorsqu'il l'entendra. Voilà, mais effectivement avec sur le plan temporel moins, je dirais, de capacité d'anticipation qu'un système d'alerte professionnel. Et donc effectivement entre bien cet orage qui est sur site et cet orage qui s'éloigne, eh bien forcément c'est là où on a une dangerosité, qu'on a des accidents. Et je tiens quand même là aussi à adresser un message fort. Ces accidents, et c'était l'objet d'une question, ne surviennent pas de manière soudaine, imprévisible, ou d'orages qui n'auraient laissé aucune chance dans plus de 90% des cas, comme on le voit dans nos études d'accidentologie, mais même dans certains cas, eh bien, surviennent à la fin d'un orage lorsque eh bien, on a pu avoir un relâchement de vigilance en se disant c'est bon, l'orage semble toucher à sa fin, et c'est là que des accidents surviennent aussi. Donc c'est très important de vraiment avoir ça à l'esprit. Entre le moment où l'orage est présent et le moment où il s'éloigne, eh bien, il peut y avoir malheureusement pour un être humain, eh bien, une décision qui ne sera pas optimale, à la différence d'un système d'alerte qui, lui, effectivement, saura déterminer avec moins de côté aléatoire le bon moment pour s'arrêter. Voilà, donc c'était à travers ce schéma simplement vous parler de prévision et d'alerte. Alors, un aspect important, les quelques règles préventives qui s'adressent à tous, chacun d'entre nous, c'est consulter la météo systématiquement, même en ayant en tête que l'orage reste un phénomène, c'est probablement même le phénomène le plus compliqué à prévoir sur une zone précise. Avoir à l'esprit aussi, et ça notre étude le révèle, une vigilance jaune, ça reste dangereux. Jaune, c'est pas à la différence d'un orange, c'est vraiment très souvent sur une étendue d'un territoire ou un phénomène sévère, mais en termes de foudroiement, le risque qui survient en jaune, c'est-à-dire que un orage même très localisé, s'il me tombe dessus, il peut me tuer. Donc vigilance jaune, c'est dangereux. Je pars pas, moi personnellement, qui habite dans les Pyrénées, qui adore la rando, une vigilance jaune, je ne pars pas en rando, en montagne.
Se mettre à l'abri à l'arrivée d'un orage, donc soit en utilisant un système d'alerte pour une efficacité maximale, soit en privilégiant sa vue plutôt que son ouïe. Alors, les deux sont possibles. Voilà, par principe de précaution, à partir du moment où on voit, eh bien, c'est le moment de mettre en place des dispositions. Comme je le disais tout à l'heure, alors non, je le disais pas, je vous posais la question, ben, je vous donne la réponse. Un orage sur 10 peut effectivement vous tuer. Voilà, ça c'est pas sorti du chapeau. C'est là aussi basé sur des études en lien avec justement les données dont on dispose au niveau de Météorage, et donc c'est important de l'avoir à l'esprit. Choisir le bon abri, donc bâtiment en briques, béton, et idéalement protégé par un système de protection contre la foudre et surtension, hein, tel que l'ont décrit Michael et Christian. Si j'ai pas ça, à défaut une voiture. Et puis surtout éviter pas un arbre. Hein, alors on le redit, mais c'est important. Hein. Là encore une fois, les études montrent que, eh bien, dans 30% des cas, les victimes s'étaient réfugiées sous un arbre, un refuge de fortune, un hangar agricole, une cabane en bois. Voilà. Et donc, si ceux-ci en plus sont isolés en plein champ, eh bien, c'est un très mauvais choix. Et puis pendant l'orage et jusqu'à sa fin, on évite d'utiliser ce qui vient des réseaux physiquement installés chez soi. Hein. Christian le montrait encore tout à l'heure. On attend une fin d'alerte pour reprendre une activité normale. Comme je le disais, beaucoup trop encore d'accidents surviennent alors que l'orage touche à sa fin et qu'on anticipe un peu trop tôt la fin de sa dangerosité alors qu'il n'en est rien. Voilà. Et donc pour ça, eh bien, il faut compter un minimum de 30 minutes après avoir vu le dernier éclair au loin lorsqu'on ne dispose pas d'un système d'alerte. Et puis dans le monde professionnel, quelques aspects supplémentaires. La prévention, eh bien, c'est avant, pendant et après. Donc, avant, eh bien, ça passe par une très bonne évaluation d'occurrence des risques et de leur nature, ce que disait Alain tout à l'heure dans l'analyse de risque. Définir des procédures, parce que en tant qu'être humain, nous, on va appliquer des règles générales de conduite. Je vais éviter, voilà, je vais essayer de me protéger, je vais faire ci, je vais arrêter d'être à proximité de réseau, etc. Eh bien, au niveau professionnel, ça va forcément plus loin avec vraiment la définition de procédures. Par exemple, ne serait-ce que pour tout ce qui touche à eh bien, des gestes collectifs, où on se regroupe, comment on fait, etc. Donc, dans le monde professionnel, privilégier un système d'alerte qui est conforme à la norme. Eh bien, la norme, aujourd'hui, il y a des normes sur les systèmes de détection d'orage et d'alerte. Eh bien, il vaut mieux recourir à ce type de système conforme. Et puis, après l'orage, parce que la prévention, c'est aussi après l'orage, eh bien, c'est vérifier l'intégrité des installations, qui peut être d'ailleurs une exigence. Et justement, eh bien, sur cette vérification de l'intégrité des installations, je pense que la transition s'impose d'elle-même, avec Pierre qui va nous dire que tout ça c'est bien beau, mais que il faut aussi bien savoir installer, maintenir et vérifier. À toi, Pierre. Merci Stéphane. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui à ce webinaire. Et donc, je vais maintenant essayer de vous apporter quelques vues générales sur ce que doit être un système de protection contre la foudre pour être efficace et performant. Pour être efficace et performant, un système de protection contre la foudre doit tout d'abord être complet. Comme il a été évoqué dans les deux présentations de Michael et de Christian, donc un système complet intègre tout d'abord un paratonnerre qui va assurer la protection de la structure et des personnes contre les effets directs de la foudre. Le paratonnerre, bien évidemment, il comprend à la fois le dispositif de capture, mais également les systèmes de descente et de prise de terre pour écouler les courants. Le système doit également intégrer des parafoudres pour la protection des différents équipements, parafoudres qui doivent être situés à l'entrée des lignes, essentiellement énergie et télécommunications. On doit également prévoir des liaisons équipotentielles pour la mise à la terre de l'ensemble des canalisations métalliques qui peuvent entrer ou sortir de la structure. Ces liaisons équipotentielles, parmi ces liaisons équipotentielles, on trouvera également, bien évidemment,
les interconnexions entre les différentes prises de terre de l'installation, à savoir les prises de terre des installations techniques, électriques essentiellement, et les prises de terre de l'installation de paratonnerre. Et enfin, à ne pas oublier et à ne pas négliger les mesures de protection des personnes. En effet, comme l'a dit Michael, un système de paratonnerre peut être dangereux pour une personne qui se trouve dans un rayon en gros de 3 mètres du pied des conducteurs de descente. Donc, il y a à cet endroit des mesures de protection à prendre. Il les a détaillées, je n'y reviens pas, mais il ne faut pas les oublier. Donc, un système complet de protection foudre intègre 4 données. Pour être efficace et performant, un système de protection foudre doit être conçu et installé par un spécialiste. Première phase, l'analyse de risque foudre, qui permettra de calculer le niveau d'exposition au risque et de définir le niveau de protection à atteindre. Donc, la réalisation d'une telle étude est conseillée, elle est voire obligatoire dans certains cas, tels que les ICPE. Dans le cas de l'habitat, l'analyse, le niveau de protection est donné par le document de référence, le FDC 1709. Donc, on peut éventuellement se passer de cette phase. Et, comme l'a dit Alain, un moyen d'analyse relativement simplifié existe et disponible sur le site de l'AP Foudre. Deuxième phase, la mise en œuvre du système de protection foudre. Elle doit être assurée par un installateur spécialisé reconnu compétent. Donc, en clair, détenteur d'une qualification, soit la qualification Qualifoudre, qui est applicable pour l'ensemble du domaine d'application de la protection foudre, de l'industrie jusqu'à l'habitat, ou une qualification Qualifelec, qui, elle, est uniquement applicable au niveau de l'habitat. D'une manière générale, tous les intervenants dans la conception et la réalisation d'un système de protection foudre, que ce soit le bureau d'études qui va réaliser une analyse de risque foudre, l'étude technique dans les cas industriels, puis les installateurs, puis les vérificateurs, tous ces gens doivent disposer d'une qualification. Ce n'est pas un métier d'amateur, il doit être réalisé par des professionnels. Ensuite, on a créé un système efficace et performant, on va lui demander de le rester. Pour le rester, il va falloir faire une maintenance périodique et régulière. La maintenance va porter sur les différents points qui ont été vus précédemment, l'état des différents composants du système, le maintien des continuités des liaisons à la terre, la valeur de résistance de terre, une prise de terre qui a été réalisée correcte à un instant T peut se dégrader dans le temps sous l'effet de variations de sol, variations d'humidité, si elle est trop souvent soumise à des impacts de foudre. Donc, la valeur de la prise de terre doit être mesurée régulièrement. S'assurer également que toutes les liaisons équipotentielles qui ont été mises en place à l'origine sont toujours là, que de nouvelles liaisons métalliques qui auraient été créées ont bien été également munies de liaisons équipotentielles. Et enfin, ça porte également sur l'état des différents parafoudres et des protections associées à ces parafoudres, qui peuvent être des fusibles ou des disjoncteurs. Donc, la vérification périodique et la maintenance sont importants. Des défauts qui peuvent être constatés lors d'une vérification périodique doivent impérativement être corrigés dans les meilleurs délais afin de garantir la pérennité et l'efficacité du système. Important, un système de protection foudre mal entretenu et dégradé peut devenir dangereux et vous vous trouvez dans une situation pire qu'une absence de protection. Voilà le message que je voulais vous donner ce matin. Merci beaucoup, Pierre. Écoutez, on arrive à la fin de nos présentations. Avant de donner la parole, bien évidemment, à Michel ou le président de l'association Protection Foudre ou à Didier, parce que Michel, je crois, avait des difficultés techniques, peut-être arriver alors au résultat du quiz et puis, bien évidemment, essayer de répondre à vos questions. Alors, je vais peut-être... alors, je vais voir avec... hop, je vais regarder ensuite si je peux avoir les résultats du sondage. Et en attendant, peut-être passer alors les quelques questions que je vois apparaître.
Alors, ou les quelques interventions. Donc, je vois que le docteur Comon est avec nous. Je suis ravi parce que ça fait quelques années, voilà, on a été en contact, donc voilà, qui nous envoie un message. Des messages d'alerte ont été diffusés ce matin pour le Sud-Ouest à destination des patients asthmatiques allergiques. Et c'est vrai que, alors, je pense que le docteur Comon fait peut-être même référence aux conséquences en fait même des orages, puisque on parlait de chironopathologie tout à l'heure, mais je ne vais pas. Je pense que c'est plutôt au professeur Virenque, mais d'en parler. Mais c'est vrai que il y a également des liens entre survenance d'orage et puis déclenchement de crise d'asthme. Voilà, et donc le docteur Comon disait, voilà, une thèse réalisée à Aurillac en partenariat avec Météorage avait mis en évidence ce risque lorsqu'on associé orage, plus fort taux de pollen, plus bassin de population fortement peuplé. Alors, j'ai une question peut-être qui s'intéresse. Alors, peut-être que nos intervenants, je vais arrêter de partager l'écran, puisque, je vais peut-être laisser tous nos intervenants revenir, donc, c'est-à-dire voilà, Didier, le professeur Virenque, Pierre, etc., venir me rejoindre, peut-être pour répondre à certaines questions. Donc, je vois apparaître des questions que je vais prendre au fil de l'eau. Donc, j'ai Lionel qui nous dit « Bonjour, j'habite à 20 mètres d'une ligne haute tension. Est-ce que je suis plus ou moins exposé au risque foudre ?» Bon, alors Alain n'est pas là, peut-être pour cette partie-là. Est-ce que l'un d'entre vous peut répondre à la question de Lionel sur, même si ce n'est pas forcément toujours facile de répondre en l'absence de tous les éléments. Je ne sais pas, Michael peut-être? Oui, alors la ligne haute tension, effectivement, est susceptible d'être impactée par la foudre. Après, ce qu'il faut voir, voilà, il y a la présence d'isolateurs, si j'ai bien compris dans la question, et des mises à la terre qui sont gérées par le réseau Enedis, qui vont faire que les surtensions vont être évacuées. De plus, le réseau Enedis est protégé par des câbles de garde, en fait. C'est des câbles donc, qui sont tendus au-dessus des fils actifs, les fils de phase, et qui vont intégrer, enfin, qui vont définir un volume de protection au-dessus des fils donc, de phase, et donc limiter le risque de retour sur les utilisateurs. Alors voilà, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, il y a quand même des protections prévues par les exploitants des réseaux. Ok, merci Michael. Alors, je prends les questions dans la foulée. Hein. Donc, Sébastien qui me dit, dans vos études d'accidentologie, vous précisez qu'un orage sur 10 peut tuer. Pourriez-vous préciser si l'aspect létal provient d'un coup de foudre direct sur la personne ou d'un coup de foudre indirect, arrêt cardiaque? Oui, alors ça, c'est effectivement très difficile à déterminer, même a posteriori. Alors, coup de foudre direct, tout dépend aussi de ce qu'on appelle coup de foudre direct. Parce qu'en fait, on est très rarement frappé directement par un impact de foudre, mais en fait, on subit la majorité du temps les conséquences, que ce soit tension de pas, tension de toucher, voire effet blast, etc., etc. Donc, non, l'étude que nous avions menée montrait que en fait, en fonction des lieux aussi où on se situe, eh bien, on a un orage. Voilà, en gros, un orage sur 10 qui peut potentiellement vous tuer. Et c'est le problème. Là aussi, je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame dans la compréhension, dans l'interprétation de ce message. Hein. Ça ne veut pas dire « Ah, ben c'est bon, je suis tranquille ». Maintenant, vous n'êtes pas tranquille parce qu'en fait, au moment où vous voyez l'orage et ou que vous l'entendez, eh bien, en fait, vous ne saurez qu'après si celui-ci a été dangereux. Voilà, donc c'est ça aussi. Voilà, chaque orage est dangereux. Alors... qu'est-ce que j'ai d'autre comme... Non, alors je vais essayer de retourner, de revenir peut-être au sondage. Alors, je ne sais pas si on peut... alors, est-ce que j'ai... Alors... Je ne sais pas si vous avez répondu. Alors, peut-être que Marie pourra m'aider. Voir un petit peu si on a les résultats du sondage. C'est surtout ça, avant de laisser la parole à Didier pour le... Hop. Alors... Ah, bah, très bien. Merci. Alors...
Question, sondage. Ah, pardon. Ah, super, merci, pardon, malheureusement. Alors, écoutez, on va répondre aux questions. Donc voilà, donc la question était, est-il obligatoire de faire une étude du risque food sur un site industriel? Et donc, voilà, il y a oui, 66% qui ont répondu oui si un texte l'impose. Voilà, donc écoutez, c'est toujours bien de ne pas avoir 100% de bonnes réponses. Pourquoi? Parce que ça montre qu'on a encore des marges de progression, ou en tout cas que ce type d'événement a du sens. Alors, peut-on calculer le risque foudre chez soi? Oui, en ligne, pour 84% des sondés. Oui, c'est effectivement la bonne réponse. Alors, un paratonnerre non raccordé à la Terre est-il dangereux? Alors, on a 85% de oui. Et donc qui est la bonne réponse. Pourquoi installer un parafoudre alors qu'il suffit de couper le disjoncteur général? Voyons, eh bien, on a 98% de bonnes réponses. Est-ce que mon bâtiment sera foudroyé à chaque orage si je fais installer un paratonnerre? 100% de bonnes réponses. Le paratonnerre ne captera, voilà. Alors effectivement, là je vois que cette question vous a mis la tête à l'envers, et c'est vrai, je le comprends, parce qu'elle bat un peu en brèche quelques idées reçues, mais qui sont, voilà, mais qui en l'absence de preuves ou d'éléments, forcément. Donc là, on voit que, eh bien, alors la bonne réponse, c'est aucun de ces qualificatifs. C'est-à-dire que l'étude d'accidentologie a mis en évidence que, eh bien, les accidents ne sont pas survenus sur des orages soudains, puisqu'en fait, ils étaient à plus de 90% anticipables. On pouvait les voir même une heure avant, etc. Et même très souvent avec une activité électrique plus modérée. Ils ne sont quasiment jamais imprévisibles, et ils se déplaçaient même très lentement pour ce qui est des cas que nous avons analysés sur la période de 10 ans entre 2010 et 2019 avec mon collègue et ami Michael Kretz, que je salue au passage, de Météo France. Voilà, donc alors effectivement la question était là aussi un peu difficile. Combien d'orages provoquera un éclair? Donc là aussi, pourquoi j'ai mis cette question? Parce que très souvent on entend, ah oui, mais la probabilité d'être foudroyé est très infime, il y a très peu de cas, et on parle souvent, hein, j'ai une chance sur 1000, une chance sur 10 000, et je pense qu'on confond tout. Effectivement, lorsque vous avez un impact ou 2 impacts au kilomètre carré par an en France, vous vous dites un kilomètre carré c'est grand, vous avez raison, mais pour autant, eh bien, dans notre cas d'orage, eh bien, c'est pas un orage sur 1000 qui peut s'avérer dangereux, hein, comme le montre là aussi des éléments tangibles, et c'est plus proche de 1 sur 10. Alors ça, c'est une question effectivement qui très souvent on se demande, mais pourquoi il n'y a pas de lien, c'est pas possible. Les hommes sont bien plus souvent frappés par la foudre que les femmes, et donc même vous pourriez me dire, mince, c'est une question totalement sexiste. Eh bien, que j'ai voulu mettre. Eh bien, en fait, non, c'est parce que toutes les études le montrent. La nôtre en Europe l'a montré, mais aussi aux États-Unis, ou toutes les études que j'ai pu consulter dans le monde avant de réaliser la mienne. Eh bien, c'est vrai qu'on est dans des proportions assez faramineuses, puisque dans mon cas, c'était 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire que 2 tiers des victimes sont des hommes, et donc effectivement, les hommes sont bien plus souvent frappés par la foudre que les femmes, et donc voilà. Et donc pour cette réponse, eh bien vous voyez, la majorité d'entre vous n'a pas eu la bonne réponse. Alors voyons sur la réponse. Et je pense que ça, le professeur Birang sera content que vous ayez les bons réflexes en matière médicale. L'orage vient de tonner, une personne s'écroule. Eh bien, effectivement, il faut, voilà, il y a une vieille idée reçue qui consiste à se dire, oh là, la personne est peut-être encore remplie de courant électrique, d'ondes électromagnétiques, d'inertie thermique, je vais brûler. Non, non, non. Effectivement, là, il faut ne pas attendre pour lui prodiguer les soins nécessaires. Voilà. Mais écoutez, merci pour ces
d'avoir participé. Je vais laisser Didier pour le mot de la fin. Voilà, j'espère d'ores et déjà, on vous donnera rendez-vous l'année prochaine. Moi, franchement, je suis très heureux d'avoir eu autant de participants, que vous ayez joué le jeu, d'avoir eu aussi la chance d'avoir aujourd'hui un florilège d'experts qui a pris le temps, qui a pris de son temps pour venir participer à une journée de sensibilisation. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Didier. Merci Stéphane. Donc, en conclusion, puisque Michel Koupnazov, président de l'association, a des problèmes de micro, je vais prendre la parole pour simplement remercier tous les participants. Et comme nous sommes en période d'élection, je vais vous montrer qu'il y a à peu près 114 inscrits et il y a eu 91 participants. Donc, la participation est de l'ordre de 80%, ce qui est très, très bien. Merci aux intervenants, le professeur Virenque en premier, ensuite Alain Rousseau qui va parler d'analyse du risque, ensuite Michael qui a parlé de la protection directe des paratonnerres, Christian Macanda sur la protection contre les surtensions par les parafoudres et Pierre Warsman concernant la maintenance des équipements de protection SPF. Voilà. Donc, une information. Tous ces documents, vous allez pouvoir les retrouver en replay, je pense, sur le site Météorage, mais aussi, nous ferons un lien sur le site apfoudre.fr. Et concernant ce site apfoudre.fr, vous allez retrouver tous les conseils, aussi bien sur la protection des personnes que la protection des biens. Alors, si vous avez la chance d'être abonné et d'être adhérent à l'association, vous avez aussi accès aux fiches techniques, les deux dernières étant la protection foudre des installations de recharge de véhicules électriques et des installations de production photovoltaïque. Voilà. Donc ça, c'est pour le site. Une deuxième information, c'est pour la plupart des participants qui nous écoutent en ce moment, il y a un forum qui est organisé pour la 23e année, c'est le 19 novembre, donc vous allez bientôt recevoir le programme détaillé. Cette année, nous allons plus particulièrement, hormis la partie médicale qui est présentée chaque année par le professeur Virenque et certainement Rémi Foussa, eh bien, l'après-midi sera consacré à l'évolution des normes, puisque la norme parafoudre et les normes paratonnerres évoluent sans cesse, et en particulier cette année. Donc, ça sera très intéressant de savoir où est-ce qu'on en est là-dessus. Voilà. Merci à tous. Et puis, eh bien, soyez, comme disait Marianne Cooper, les ambassadeurs de la sécurité face à la foudre. Donc, ça, c'est bien quelque chose à retenir, c'est bien ça. Voilà, merci beaucoup. Bon. Merci à tous. Et je demande aux participants, aux présentateurs de rester avec moi encore 5 petites minutes. Et puis, écoutez, voilà. Et merci à tous encore une fois pour votre participation nombreuse à cet événement et j'espère à l'année prochaine. Bye bye.